Procession Diddy Combs. Deuxième semaine, 6e jour. L'onde de choc ne faiblit pas. La tension est à son comble. Chaque révélation dessine une histoire sombre, loin des projecteurs habituels. Un nom est sur toutes les lèvres, attendu avec une fébrilité grandissante. Aubrey O'Day, l'ex-membre de Danity Kane, autrefois sous la houlette de Diddy, s'apprête à livrer son témoignage. Que sait-elle vraiment? Quel secret a-t-elle tu? Son récit peut-il être le point de bascule, celui qui scellera le sort du magnate? Chaque déposition ébranle un peu plus l'édifice Diddy. Ce n'est plus un duel, mais un ensemble de voix, de récits entrecroisés, dépeignant un système de contrôle, de manipulation présumée. L'attente est immense. Que se passera-t-il quand Aubrey O'Day parlera? La question est obsédante. L'accusation, méthodique, construit son dossier sur l'idée d'un schéma récurrent. Une pattern comportementale ou violence, emprise psychologique et intimidation seraient les instruments d'un pouvoir exercé sans partage. Les témoignages de Cassie Ventura, poignants, puis de Dawn Richard, qui corroborent, ont jeté les bases de cette thèse. L'atmosphère dans la salle d'audience est électrique, d'une lourdeur palpable. Chaque regard, chaque silence, chaque objection de la défense est minutieusement analysée. La pression pèse sur les témoins, mais aussi sur l'accusé, dont la moindre réaction est scrutée, interprétée. Cassie Ventura. Son nom est désormais synonyme de ce procès retentissant. Pendant 4 longues journées, elle a offert un récit détaillé, souvent difficile à entendre, de ses années aux côtés de Diddy. Elle a évoqué des abus, une manipulation constante, une emprise qui l'aurait progressivement détruite. L'incident de l'hôtel Intercontinental en 2016, capturé par une vidéo de surveillance dont les images ont fait le tour du monde, reste un élément central. On y voit Diddy la traîner violemment, lui asséner des coups de pied. La défense, menée par l'avocat Marc Anifilo, a tenté de discréditer son témoignage, notamment en soulevant l'accord financier de 10 millions de dollars conclu par Cassie avec l'hôtel juste avant le début du procès. S'agissait-il d'une tentative d'acheter son silence ou d'une reconnaissance implicite des faits? Cassie, malgré la pression, est restée ferme. Oui, il y a eu un accord. Mais ce que j'ai dit est la vérité. Elle a décrit avec une précision glaçante les freak-offs, ces soirées où elle se sentait contrainte de participer, souvent sous l'emprise de comme la ou les et forcée à des actes sexuels avec des escortes hommes et femmes. Elle a parlé de marathon sexuel, de violence en cas de refus. Il contrôlait absolument tout, a-t-elle affirmé. Ma carrière, mon appartement, ma vie entière, chacun de mes choix. La douleur dans sa voix était évidente. Son récit a profondément marqué l'auditoire. Comment rester indifférent face à une telle détresse? Ensuite, Dawn Richard, une autre voix issue de l'univers Bad Boy, ancienne membre des groupes Danity Kane et Diddy Dirty-Money. Son témoignage a apporté une perspective additionnelle, celle d'une observatrice, parfois directe, des dynamiques de pouvoir et des abus allégués. Elle a déclaré avoir été témoin de scènes de violence de Diddy envers Cassie, l'avoir vu la traîner par les cheveux, l'insulter violemment. Un incident particulier, survenu à Central Park en 2009, a été relaté. Cassie, le visage tuméfié, se réfugiant en larmes dans une salle de bain. Dawn a raconté avoir porté des lunettes de soleil en signe de solidarité. Mais au-delà des coups, c'est le climat de peur permanent qu'elle a dépeint. Il nous a menacés, a-t-elle affirmé, la voix encore chargée d'émotions. Il a dit que des gens pouvaient disparaître, qu'il pourrait nous faire tuer si nous parlions de ses agressions contre Cassie. La défense a, une nouvelle fois, tenté de jeter le discrédit en évoquant un mobile financier, soulignant le procès civil que Dawn avait intenté contre Diddy. Mais Dawn a maintenu ses déclarations, expliquant que les souvenirs traumatisants, longtemps enfouis, refaisaient surface. Elle a décrit un Diddy capable de colère imprévisible et terrifiante, citant un épisode où il aurait tenté de jeter une poêle sur Cassie avant de les enfermer toutes les deux, exigeant leur silence. Puis, avec un cynisme déconcertant, il leur aurait envoyé des fleurs, comme pour effacer l'incident. Ce n'était pas un simple dérapage, a-t-elle conclu. C'était un véritable système. Et maintenant, l'attention se focalise sur Aubrey O'Day. Son nom est sur toutes les lèvres. Par le passé, elle n'a pas hésité à critiquer ouvertement le style de management autoritaire de Diddy et l'environnement à haute pression qu'il instaurait. Son témoignage est donc attendu comme un moment crucial. Se contentera-t-elle de confirmer cette ambiance toxique ou apportera-t-elle des éléments nouveaux, des détails précis sur des abus, qu'ils soient personnels ou professionnels, dont elle aurait été victime ou témoin? Les procureurs espèrent manifestement qu'elle pourra détailler des dynamiques de travail qui illustrent, dans la sphère professionnelle, les mêmes mécanismes de contrôle et d'abus allégués dans la sphère privée. Si Aubrey O'Day corrobore les récits de Cassie et Dawn, cela donnerait un poids considérable à la thèse d'un comportement abusif systémique, s'étendant sur de nombreuses années.
Son expérience au sein de l'empire Bad Boy Records pourrait permettre de brosser un tableau encore plus complet de cet homme que l'accusation dépeint comme ayant construit son succès non seulement sur son talent, mais aussi sur la peur et l'intimidation. Que va-t-elle révéler de ces années passées dans l'ombre du géant? Son silence relatif jusqu'à présent n'a fait qu'amplifier les spéculations. D'autres figures, moins médiatisées mais potentiellement tout aussi importantes, ont également témoigné ou sont attendues. David James, qui fut l'assistant personnel de Diddy entre 2007 et 2009. Il a décrit un homme aux exigences démesurées, un véritable royaume où chaque employé était à son service exclusif, un entourage constamment sur le qui-vive, une garde rapprochée parfois armée, comme ce chef de la sécurité surnommé Oncle Polly, qui, selon James, portait un couteau à cran d'arrêt. James a rapporté une conversation troublante avec Cassie sur la propriété de Star Island. Elle lui aurait confié se sentir piégée, affirmant « Sean contrôle toute ma vie, ma musique, il paie mon appartement. » Plus accablant encore, il aurait entendu Diddy lui-même dire de Cassie, avec un détachement glaçant « Elle est jeune et malléable ». Ces mots, s'ils sont avérés, peignent le portrait d'un prédateur conscient de son emprise. L'ancien assistant a aussi évoqué les instructions fréquentes pour dissimuler des incidents, organiser des paiements discrets ou nettoyer des scènes potentiellement compromettantes. La défense a tenté de faire écarter ces témoignages, arguant du oui-dire ou du manque de pertinence. Mais le juge Arun Subramanian a souvent autorisé leur présentation, estimant qu'ils éclairaient les moyens et méthodes de l'entreprise Diddy, un élément clé dans les accusations de racket. Carrie Morgan, qui fut la meilleure amie de Cassie Ventura pendant de nombreuses années, a également apporté son lot de révélations. Elle a affirmé avoir été témoin direct de plusieurs agressions. Une fois, à Hollywood Hills, où Diddy aurait frappé Cassie à coups de pied devant un garde du corps resté impassible. Une autre fois, en Jamaïque, où elle aurait vu Diddy traîner Cassie par les cheveux avant de la pousser si violemment au sol qu'elle aurait heurté une brique et perdu connaissance. « J'ai vraiment cru qu'elle était morte », a-t-elle confié, visiblement émue. Carrie Morgan a aussi raconté l'épisode de l'appartement de Comstock, où Diddy, furieux, aurait tenté de défoncer la porte à coups de marteau. Elle a même affirmé avoir été elle-même agressée par Diddy, frappée avec un cintre en bois et étranglée. Leur amitié se serait brisée lorsque Cassie lui aurait offert, de la part de Diddy, 30 000 $ pour signer un accord de non-divulgation. Une offre perçue comme une trahison. La défense a tenté de la dépeindre comme une amie jalouse et éconduite, mais la précision de son témoignage et sa cohérence avec d'autres récits lui confèrent un poids certain. Les preuves matérielles viennent s'ajouter à ces témoignages. Des enregistrements audio, des échanges de SMS explicites où Diddy menacerait Cassie, lui intimant de se taire, la menaçant de diffuser des vidéos intimes si elle parlait. L'intervention d'un agent du FBI, Yacine Binda, a aussi été un moment marquant. Il a témoigné de la découverte, lors d'une perquisition en mars 2024 dans une propriété de Diddy, de plusieurs éléments troublants. De l'huile pour bébé en grande quantité, 9 000 $ en liquide, des caméras, du matériel d'éclairage et de la kétamine, la Pink Tusi. Des éléments qui, selon l'accusation, suggèrent la préparation de freak-offs. La défense a contesté la pertinence, mais le juge les a admis, estimant qu'ils pouvaient corroborer les allégations de trafic sexuel. S'agit-il des vestiges d'un style de vie hédoniste ou des outils d'une entreprise criminelle? À la table des accusés, Sean Combs tente de maintenir une façade de calme et de puissance. Mais les fissures sont visibles. Des chuchotements fréquents et animés à ses avocats, Tenny Gerago et Brian Steele. Sa mâchoire se crispe lors des témoignages les plus accablants. Des regards noirs sont parfois lancés vers la barre des témoins. Son langage corporel est souvent interprété comme défensif. Pour un homme qui a bâti sa carrière sur l'image du contrôle absolu, cette perte de contenance est notable. Le jury observe attentivement. Il ne voit pas seulement une célébrité en procès, mais peut-être l'effondrement d'une figure autrefois intouchable. Cette perception de vulnérabilité ou d'une culpabilité masquée pourrait influencer leur jugement, jouant contre une personnalité aussi calculatrice. La défense, de son côté, déploie une stratégie offensive. Elle martèle l'idée du consentement, dépeignant les relations de Diddy comme complexes mais consensuelles. Les freak-offs, un simple style de vie échangiste, non criminel. Les avocats suggèrent que les plaignantes sont motivées par l'appât du gain, citant les règlements financiers antérieurs et les procès civils en cours. « Suivez l'argent », lance-t-il implicitement au jury. Cependant, cette tactique se heurte à la multiplicité et à la cohérence des témoignages. Comment expliquer que tant de personnes, à des époques différentes, décrivent des schémas comportementaux si similaires? Le juge Subramanian a d'ailleurs parfois dû recadrer la défense, notamment en rejetant des objections visant à dépeindre Cassie comme instable, rappelant que même les individus forts peuvent être victimes de coercition. L'ombre d'autres victimes potentielles continue de planer sur le procès. Talia Graves accuse Diddy de l'avoir draguée et violée en 2001, avec un garde du corps,
dans les studios de Bad Boy Records. Son récit, s'il est entendu, pourrait ajouter une nouvelle dimension, plus ancienne et plus sombre encore, aux accusations. L'avocat Tony Buzbee affirme représenter de nombreux plaignants, dont 25 étaient mineurs au moment des faits allégués, et annonce d'autres poursuites. Chaque nouvelle allégation est un coup supplémentaire porté à la défense de Diddy. Les procureurs, sous la direction de Maureen Comey, s'efforcent de brosser le portrait d'un homme qui aurait utilisé son empire, Bad Boy Records, comme une véritable entreprise criminelle. Une façade glamour pour dissimuler des abus systématiques. Des employés auraient été contraints d'organiser des soirées, de transporter des drogues et d'intimider les victimes pour assurer leur silence. C'est la définition même du racket, et c'est ce que l'accusation tente de prouver au-delà de tout doute raisonnable. Ce procès dépasse le cadre d'un simple scandale de célébrité. Il met en lumière les dynamiques de pouvoir et les abus qui peuvent se terrer derrière les portes closes des industries les plus influentes. Il soulève des questions cruciales sur la culture de l'impunité. Le contraste entre l'image publique de Diddy, celle du self-made man charismatique, et les récits sordides qui émergent est abyssal. Les témoignages à venir, notamment celui d'Aubrey O'Day et peut-être celui de la mère de Cassie, Regina Ventura, pourraient encore ajouter des niveaux de complexité et d'émotion à cette affaire. Chaque jour apporte son lot de révélations et de confrontations. Les preuves s'accumulent, les récits se croisent, resserrant un étau qui semble de plus en plus menaçant pour l'accusé. Le procès est prévu pour durer encore plusieurs semaines. Des semaines qui s'annoncent intenses et qui pourraient redéfinir de manière permanente l'héritage de Sean Diddy Combs. Ce n'est pas seulement sa réputation qui est en jeu, mais des décennies potentielles de liberté. Que adviendra-t-il lorsque le dernier mot aura été dit? Lorsque le jury se retirera pour délibérer? Le verdict est encore loin. Mais une chose est certaine, ce procès est déjà en train de marquer l'histoire. Restez à l'écoute. Le prochain chapitre pourrait tout changer.